Est-ce que c'est possible de réduire la soufflerie pendant la conférence de presse? Bon. Oui, oui, voilà. Bon, on va commencer dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. Ici, c'est l'intersyndicale qui s'est créée à propos du procès de France Télécom. On va faire, je vais passer la parole à chacun et chacune pour qu'on puisse faire une courte introduction en tout cas. Et puis après, la parole sera à la salle. Journalistes, je vois qu'il y a aussi des parties civiles, des victimes qui sont dans la salle. À partir de 13h, il y aura un débat avec le débat public. On a demandé aux gens de venir ici discuter du procès. Là, c'est plutôt la partie civile et les victimes qui viendront à ce moment-là. Pour ma part, en introduction, ce que je pourrais dire simplement, c'est pour aller au plus vite possible, c'est que la crise sociale de France Télécom 2009, 2006, 2007, 2008, 2009, en tout cas cette période-là, a été sans doute un des plus grands accidents du travail de cette période-là, avec deux caractéristiques particulières qui ont pesé énormément dans l'histoire de cette crise-là. C'est la question du service public. France Télécom était un organisme, une entreprise de service public en tout cas, qui avait cette histoire-là corsetée, qui avait forgé toutes ces équipes sur l'encadrement sur cette question de service public, et qui faisait partie d'une plutôt entreprise très forte, très enracinée parmi les salariés de France Télécom. Et la deuxième caractéristique de France Télécom à cette époque-là, c'est le fait que l'essentiel des salariés avaient les statuts de fonctionnaires. Donc, ce qui a fait que je passe les détails sur l'histoire, parce que l'histoire est quand même longue de France Télécom, mais on sait dès que Thierry Breton arrive après l'effondrement boursier de France Télécom et qui met en place un plan de redressement. Il fait appel à une entreprise, un cabinet externe qui s'appelle AT Carnet pour faire un audit de France Télécom. Et on arrive après sur des plans d'économie, des plans qui se déchaînent, et en tout cas un gigantesque plan pour faire basculer France Télécom dans le paradis des multinationales néolibérales de cette période-là, qui sont déchaînées encore jusqu'à présent. On parle beaucoup de McKinsey aujourd'hui, mais AT Kearney à l'époque, c'était le dirigeant, ça s'appelait Vénès, Louis-Pierre Vénès. Non seulement il a fait un audit sanglant sur France Télécom, mais en plus, après, il est devenu numéro 2, numéro 3, ça dépend comment vous voulez, de France Télécom, quand Thierry Breton a quitté l'entreprise pour rejoindre les fonctions politiques, et que c'est Didier Lombard, Louis-Pierre Vénès et Olivier Barbero qui ont pris les rênes de l'entreprise. Vous connaissez la suite, je pense que ça, c'est pas vraiment ça. Tout le monde connaît un peu l'histoire. 3 ans, un plan dans lequel la demi-emploi doit être supprimé, des changements de méthode de management, quelque chose de très offensif, de très violent. Et puis, au final, donc, une plainte qui est déposée après des mouvements sociaux importants, très 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 forts à France Télécom. Les mouvements syndicaux de France Télécom n'étaient pas grand-chose, vous ne croyez pas ça du tout. On était très forts à ce moment-là. Simplement que ce mouvement s'est cassé, s'est un peu effondré, a été malmené, très malmené, contre la brutalité de la politique de l'entreprise. Donc une plainte a eu lieu, une plainte qu'il faut noter de manière unitaire. L'ensemble des fédérations syndicales ont rejoint la Fédération Sud dans cette plainte-là. Un procès qui a eu lieu en 2019, qui était un procès exemplaire, qui a fait apparaître une idée forte qui nous semble importante pour la suite, c'était le harcèlement moral institutionnel. Et puis aussi qui a ouvert les indemnisations de partie civile de manière assez importante, telle que nous, en tout cas, nous le souhaitait.
Et à l'issue de ce procès, ce qui a noté, c'est l'élément nouveau essentiel aujourd'hui, c'est qu'Orange a accepté la sentence, le jugement, je vais pas sentence, le jugement du procès de 2019. Et puis l'autre élément nouveau, qui a engagé aussi des procédures d'indemnisation, qu'on parlera sûrement dans le débat. Et l'autre élément nouveau, c'est qu'on a appris il y a quelques mois que Olivier Barberot, le DRH, a accepté lui aussi de se soumettre au jugement. Donc il y a le maintien d'un appel de la part de 6 dirigeants sur 7. Donc nous posons la question, nous maintenant, de la dit assez fort, c'est que ce procès en appel est sans doute quelque chose un surcroît de douleur sûrement pour les victimes qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé, quel élément nouveau. Le procès était quand même assez long et assez fourni, documenté pour montrer que la culpabilité en tout cas des prévenus était avérée. Là, il y a un entêtement, sans doute, des 6 à maintenir leur logique d'appel. Nous, on espère simplement que les confirmations du jugement qui est vu en 2019, les éléments nous semblent tout à fait aller dans ce sens-là. Nous souhaitons donc que leur culpabilité soit à nouveau prononcée. Nous souhaitons aussi, en tout cas pour la Fédération Sud, que les peines soient maximum. Vous avez noté que le harcèlement moral institutionnel, il y a des peines qui ont grossi, qui ont été plus importantes dans l'évolution de la loi, mais qui reste quand même quelque chose de somme toute assez limité. Mais c'est pour ça que nous demandons à ce que les peines soient maximum, ce qu'elles ont été en 2019 et qu'elles soient maintenues à ce niveau-là. Donc je vais passer la parole maintenant à, on commence par la gauche peut-être. Alors, je vais commencer par la droite, d'accord.